Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui vous est présenté par la Fondation Création d'entreprise affiliée à la Banque centrale populaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Mohamed Sintisi. Vous êtes consultant expert juridique et je vous remercie vivement d'avoir accepté d'être là avec nous pour parler d'une thématique extrêmement importante que l'on va introduire tout à l'heure. C'est à vous. Merci pour votre invitation. J'ai également le plaisir d'accueillir Madame Nadia Mzraq à nouveau. Vous êtes, je rappelle, fondatrice de la plateforme Huquqi. Et vous faites notamment du conseil préventif, entre autres, concernant tous les aspects juridiques au profit des Marocains du monde. Absolument. Bonsoir et merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Alors, la thématique du jour concerne les réglementations récentes au Maroc portant sur la protection des investisseurs. Alors, la thématique touche naturellement tous les Marocains, mais également les étrangers qui investissent au Maroc, mais plus particulièrement les Marocains du monde. Pour des raisons évidentes, c'est que étant résidents à l'étranger, eh ben, ils se retrouvent souvent loin de leur investissement et deviennent de fait exposés davantage à un certain nombre de risques. Et comme ils sont intéressés par toutes les nouveautés juridiques, on a décidé d'organiser ce webinaire pour leur permettre d'être au courant des nouveautés relatives à ce sujet-là. Alors, Monsieur Sintisi, Oui. pourriez-vous nous parler des grandes lignes, des nouveautés relatives à la réglementation sur la protection des investissements au Maroc. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? La charte de Mais l'investissement. effectivement, d'abord, ça s'inscrit dans une logique qui dure depuis plus d'une dizaine d'années. Parce que les nouveautés réglementaires, c'est principalement c'est la charte d'investissement de 2022, qui est un événement phare pour les investisseurs marocains, étrangers et les Marocains du monde aussi. Mais, comme j'ai dit, la dynamique réglementaire et législative au Maroc, elle est en train de développer une grande synergie entre tous les textes et sur tous les plans. Alors, c'est tout un système juridique qui est en train d'évoluer. Alors, quand on dit protection, on dit indirectement protection contre quoi? Donc, quels sont globalement les risques auxquels peut être exposé un Marocain du monde qui investit au Maroc? Les risques habituels, les plus courants. Les risques, il y a toute une panoplie de risques. Ne parler que des risques juridiques, Hmm. ça dépend des secteurs d'investissement. Hmm. Par exemple, Alors, on sait que l'immobilier est le secteur oui, principal qui domine. oui, parce que il est vraiment prisé par les Marocains du monde. Il a une contribution de 40% des investissements directs étrangers au Maroc. Les risques dans l'investissement immobilier, c'est principalement c'est la spoliation du bien, où il y a un risque qui est juridique, qui est l'expropriation pour utilité publique. Mais bon, c'est rare et il est, il est rémunéré à juste titre par l'État, puisque c'est l'expropriation pour utilité publique. Hmm. Madame Mzraq, les Marocains du monde qui s'intéressent à leur investissement et qui sont majoritaires, est-ce qu'ils cherchent à se mettre à jour en termes de mise à niveau, de réglementation, etc. Est-ce qu'ils ont une forme de veille réglementaire? Oui, absolument. Donc, en fait, avec la Banque populaire, on a mis en place un service justement qui s'adresse aux Marocains du monde et que moi j'aime bien en parler comme service plutôt préventif, justement parce que quand en amont on agit sur les problématiques juridiques, eh bien, on les évite. Et donc, euh, ce service est mis en place pour les Marocains du monde, justement, pour qu'ils puissent se renseigner et prendre toutes les mesures possibles pour sécuriser leur investissement. Et donc, ils peuvent appeler la plateforme Huquqi à n'importe quel moment pour quel que soit leur questionnement par rapport à un investissement dans n'importe quel secteur. Mhm. Et donc, avoir toutes les mesures et les informations indispensables pour sécuriser justement leur investissement.
D'accord. Monsieur Sintisi, alors quand on parle d'un nouveau cadre réglementaire, c'est qu'il y a un besoin d'un nouveau cadre. Oui. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu besoin de mettre à niveau et de mettre à jour la réglementation? Alors, on va parler du contexte de ces nouvelles réglementations et qu'est-ce qui a poussé le Maroc à les adopter et quels sont les objectifs de cette nouvelle réglementation. Alors, dans un contexte de crise sanitaire de COVID-19 euh, et dans un contexte de mondialisation où la concurrence entre les pays qui reçoivent les investissements étrangers, elle est vraiment accrue. Et le Maroc cherche à atterrir ou plutôt à inviter et recevoir les investissements étrangers. C'est pour ça que en 2000 en 2022, la nouvelle charte d'investissement a été adoptée. Euh, Ce qui motive cette nouvelle réglementation, c'est la nécessité de renforcer la confiance des investisseurs, et notamment les Marocains du monde, dans notre pays et dans notre cadre juridique et judiciaire, parce que ça doit offrir une sécurité pour les investisseurs. Bien sûr, le Maroc, il cherche à s'aligner sur les meilleurs standards internationaux, surtout en matière fiscale, pour inciter les investisseurs à venir au pays. D'autant plus, si vous permettez, que pendant très longtemps, l'investissement des Marocains du monde au Maroc était un investissement en grande partie affectif. Pas uniquement, bien sûr, il y avait une rentabilité, mais il y avait une dimension affective. Aujourd'hui, on remarque que ça commence à changer et qu'il y a de plus en plus de Marocains du monde qui raisonnent en termes d'arbitrage. Ouais, c'est légitime. Il y a le Portugal, il y a d'autres pays, Oui. etc., la Turquie. Est-ce que la nouvelle réglementation vise à répondre à ce défi-là, c'est-à-dire en adoptant ce que vous décrivez tout à l'heure, une démarche incitative, c'est-à-dire au niveau fiscal, pour rassurer les gens par rapport à leur investissement, parce qu'il y a des fois des préjugés, des rumeurs sur le risque d'investir au Maroc, etc. Est-ce que la charte vise également un aspect psychologique pour rassurer les Marocains du monde en se conformant aux standards internationaux, etc. Oui, certainement, parce que, comme je viens de dire, que la nouvelle charte, elle s'inscrit dans cette dynamique et dans cet objectif. L'optique de être à jour avec les standards internationaux en matière d'investissement. Ça va, alors, concrètement, quand on parle de sécurité pour les investisseurs, un investisseur, quand il vient, il a d'abord, euh, il cherche un terrain propice pour son investissement. Et le Maroc, il a beaucoup de potentiel humain. Nos jeunes sont bien formés, ils sont multilingues. Mhm. Alors, les investisseurs étrangers, même si aujourd'hui on vise plus les Marocains du monde, mais les investisseurs étrangers qui ne parlent pas forcément l'arabe ou le français, ils peuvent venir et compter sur nos lauréats qui sont une main-d'œuvre qui est qualifiée et qui est compétitive sur les marchés Et internationaux. ça profite d'ailleurs même aux Marocains du monde. C'est-à-dire un Marocain du monde qui vient d'Angleterre, qui est anglophone principalement, bah, c'est bien que le fait que quand il Oui, vient au Maroc, il trouve des jeunes anglophones. Donc ça profite oui, également aux Marocains du monde, je c'est pense. vrai, on a des exemples de gens, des Marocains du monde qui ont réussi et qui ont vraiment pu percer et qui nous viennent Mhm. des États-Unis, par Tout à fait. exemple. Des start-upers qui font des Oui. start-up au Maroc, des... Également, l'information, elle est disponible. Par exemple, la plateforme Huquqi, elle offre une liste de textes juridiques et l'information, même à distance sur le site web, elle est disponible. Ils peuvent rester informés de toutes les évolutions législatives et qui va protéger leur investissement. Aussi, quand on dit sécurité juridico-judiciaire,
Bon, en parlant des rumeurs, on entend souvent parler que dans les pays tiers-monde, il y a des problèmes judiciaires et si tu vas au La tribunal, tu as un procès corruption, ouais. contre une personne influente ou juste un résident, tu vas perdre Mhm. ton cas. Ça, c'est pas vrai parce que notre système judiciaire, il est bien rodé et nos juges sont bien formés et ils sont à jour aussi. Et en parallèle du système judiciaire classique, étatique, le Maroc a développé les modes alternatifs de règlement de conflit, les marques ou les marques, si on dit les règlements de différends qui est l'arbitrage, la médiation et la transaction. Et il y a plusieurs chambres ou tribunaux d'arbitrage dans Mhm. presque toutes les villes du Maroc Qui permettent d'éviter toutes les qui procédures lentes. permettent d'éviter la lenteur et la lourdeur de la machine judiciaire classique. Mhm. En plus, ça sécurise la, 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 la confidentialité des Mhm. transactions parce que c'est important pour un Tout à fait. investisseur de garder le secret. Mhm. D'ailleurs, avant, Juste, je vous en prie, parce que j'ai une question également pour vous, mais je vous en prie. En fait, je voudrais juste rajouter que donc, la plateforme Flococry, c'est des juristes hein, qui sont derrière Mhm. la plateforme, donc en chair et en os, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est Et important de le savoir. absolument. Nos juristes sont formés et spécialisés dans différents domaines de droit, dont le droit des sociétés, le droit immobilier, etc. Et donc, ils donnent tout le conseil qu'il faut hein, pour les investisseurs également. Et j'avais une dernière chose à dire par rapport, donc, oui, alors, sans arriver justement, on veut leur éviter d'arriver Mhm. à la médiation ou à l'arbitrage ou à toutes les transactions amiables possibles, justement en prévenant, quoi. Mhm. Donc, euh, donc il est encore une fois important de mettre en avant la prévention qu'offre Huquqi en matière d'investissement. Mhm. Euh, une dernière chose, prévention, oui, et pour tout ce qui est médiation, arbitrage et transactions amiables, on est aussi là pour les aider. D'ailleurs, voilà, on peut aussi, Donc, ça couvre tout le champ du ça couvre tout le préventif champ, jusqu'à voilà, la procédure. sauf la procédure judiciaire, Oui, là, mais il tout faut ce un qui est avocat. médiation, arbitrage, D'accord. recours amiable, tout Mhm. ça est Mhm. aussi offert par la plateforme aux Marocains du monde qui sont clients de la Banque populaire. Mhm. D'ailleurs, parmi les points clés de la nouvelle charte, il y a la simplification des procédures Des procédures. administratives, puisque, bon, pour le coup, ce n'est pas des rumeurs, mais il y a une vraie lenteur administrative qui était vraie jusqu'à récemment. Oui. Aujourd'hui, ça commence à changer. Il y a des réformes, et une dynamique de digitalisation qui facilite la chose, une simplification. Et d'ailleurs, Madame Mzraq, parmi enfin, les gens qui contactent la plateforme, quelles sont les principales requêtes ou plaintes? Ça concerne quoi principalement? Est-ce que la plupart ont des problèmes avec les démarches administratives ou avec les litiges? Ou c'est quoi le premier souci des Alors, Marocains du monde qui contactent cette plateforme? en général, c'est surtout, en fait, ça peut être beaucoup de questions, ça peut être, mais c'est assez préventif. Mhm. Ça vient vraiment en amont de leur investissement. Donc, la majorité pose des questions La par rapport à la majorité pose des dimension questions, préventive. voilà, par rapport D'accord. à qu'est-ce qu'on pourrait faire en cette C'est une bonne matière, chose, ça, c'est bon ce qui est une signe. bonne chose, voilà, exactement, c'est un bon signe. Mhm. Donc, en fait, oui, ils appellent souvent pour la prévention. Après, il y a certains problèmes sur l'immobilier. Vous savez, tout ce qui est contrat de réservation, contrat de, de réservation qui est souvent confondu avec un contrat de vente. Mhm. Donc, on a eu des problématiques de ce type à gérer. Voilà, en gros, c'est ça. Sinon, les créations de sociétés, ça nous Les arrive aussi. démarches, Les démarches etc. sur la création de sociétés, sur l'accompagnement pour donc tout ce qui est euh, documents juridiques, assemblée Mhm. générale, etc. Donc voilà, en gros, c'est sur ces questions-là que ça revient. D'accord. Alors, Monsieur Sintissi, mis à part la simplification des procédures administratives, d'ailleurs, si vous voulez en parler pour éclairer les gens, ça serait parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point central dans la nouvelle charte? Alors, je traite la première partie de votre question.
La simplification des démarches administratives, ce n'est pas de la rumeur, c'est quelque chose de vrai et au quotidien, on en a la certitude. Le Maroc a créé des centres régionaux d'investissement qui s'occupent qui, qui aident les investisseurs dans presque toutes les démarches et ça facilite la création d'entreprises et les autres démarches administratives parce que toutes les administrations publiques, la légalisation de signature, les partenaires sociaux comme la Caisse nationale de sécurité sociale et les autres sont présents au même endroit. Comme ça facilite le process qui était lent, mais avant la création de ces CRI. Et les CRI sont des CRI régionaux, c'est-à-dire chaque région des 12 régions du Maroc a son propre centre régional d'investissement. Euh, Autre chose, la digitalisation, maintenant avec tous les plans de digitalisation successifs et, et qui sont complémentaires, plusieurs démarches administratives sont même digitalisées. Dernièrement, il y a eu le lancement du service de création d'entreprises en ligne. Oui, Mhm. nous sommes en retard par rapport à l'Europe, ou même par rapport à certains pays en Afrique, mais heureusement, vaut mieux tard que jamais, ça s'est lancé et maintenant on peut Mhm. créer son entreprise directement online et même rapide. Pour la charte d'investissement, la nouvelle charte d'investissement adoptée en 2022, bien sûr, c'est un texte fondamental qui marque un tournant majeur dans la politique d'investissement du Maroc. Elle simplifie les procédures administratives, elle renforce les garanties pour les investisseurs et améliore la transparence et la prévisibilité d'un cadre juridique. C'est Mhm. un signal fort envoyé aux investisseurs du monde entier, en particulier aux MRE, aux Marocains du monde, qui souhaitent contribuer au développement du Maroc. Euh, Par rapport au point des garanties qu'offre la charte d'investissement, ce n'est pas que la charte qui offre cette garantie, il y a même les réglementations d'office d'échange, parce qu'un investisseur étranger, il vient avec son capital, il veut investir au Maroc, mais la première question qui se pose lui-même, est-ce qu'il peut rapatrier son Tout à argent fait, avec parce qu'on a lui? une politique de contrôle d'échange Oui, avec un plafonnement et de la dotation. combien, quelles sont les conditions, les conditions d'éligibilité à ce mouvement et cette dynamique de transfert d'argent? Est-ce qu'il y a un plafond? Oui, la charte d'investissement, elle donne la garantie aux investisseurs de rapatrier tout ce qu'ils veulent, mais bien sûr, il y a des conditions. En matière de dividendes, tout ce qu'ils gagnent ici, ils peuvent le Donc, rapatrier. profit, dividende, pas de problème, Profit, dividendes, rapatriement, bénéfices, ils peuvent rapatrier le 100% sans restriction aucune. mais pas le capital investi, Ça, ils doivent ils doivent dérogation. céder Oui, leur voilà. investissement D'accord, et il faut juste le justifier à l'office d'échange. d'accord, Il y a des procédures pour ça. d'accord. Alors, toujours par rapport à la question des risques. Alors, on a parlé rapidement de la spoliation immobilière. Donc, il y a un cadre juridique, il y a une loi, il y a des conseillers juridiques, notamment la plateforme Huquuqi, qui peut les orienter de manière préventive, là encore. Bon, après, mais il y a un cas légal qu'on appelle l'expropriation. Euh, En raison d'un impératif de l'État pour utilité publique, on peut décider d'exproprier dans le respect de la loi avec un dédommagement, etc. Mais ça fait peur quand même aux gens. Donc ils se disent, là encore, il y a des rumeurs, alors, je ne sais pas fondées ou infondées, qu'en général, l'État paye mal le bien qu'il exproprie, largement inférieur à sa valeur réelle. Alors qu'en est-il réellement? Alors, l'expropriation pour l'utilité publique, c'est un mécanisme qui est légal, mis entre les mains de l'État. Quand on dit l'État, c'est le gouvernement, euh, qui peut prendre le terrain d'un particulier euh, pour l'utiliser
pour une utilité publique. Quand une utilité publique, c'est un chemin de fer Mhm. qui va passer par ce terrain ou une école ou quelque chose qui a vraiment de première nécessité pour les habitants ou pour un projet national. Alors, oui, c'est vrai. L'expropriation, elle est là, elle peut être exercée, mais elle n'est pas anarchique ou elle n'est pas exercée de manière anarchique et elle est réglementée. Il y a des textes de loi qui réglementent l'expropriation pour l'utilité publique. Et si c'est fait, si ça tombe mal sur mon bien, l'État, le gouvernement, il m'indemnise. Alors, la question de l'indemnité, c'est une question fréquente et récurrente qui revient toujours dans les questions des clients et même des gens qui ont vu leur terrain exproprié par l'État. Est-ce que ils m'ont donné juste un montant qui est inférieur à la valeur vénale ou la valeur réelle du bien ou la valeur marchande actuelle du bien? C'est pas toujours vrai, mais si l'État si le, le propriétaire se sent lésé, il peut bien sûr demander l'augmentation de l'indemnité via la justice, Donc, il y a des dans recours ce pour cas contester administratif. même l'État. Il peut rester en justice. Il y a des tribunaux spécialisés. Par Mhm. exemple, il va, dans ce cas-là, puisque c'est de l'utilité publique et c'est l'État, il doit se rapprocher du tribunal administratif pour demander l'augmentation de Après, l'indemnité. il apporte les justificatifs pour justifier la valeur réelle de son Oui, alors bien, qu'il a été effectivement, lésé. Il y a toute une procédure. Il y a pas une règle ou je dirais un espèce de De référentiel, barème. de barème, voilà. Ah, pour l'immobilier, oui, pour les impôts. oui, ça c'est pour les ventes, pour la révision des Tout à prix. fait. Il y a un Oui, référentiel oui. mensuel qui est publié d'ailleurs Pas que le sur Maghreb, je crois, qui publie également. oui, il est publié principalement sur le site du ministère Les de la finances. Finance Ouais. et l'administration des impôts, mais il peut être utilisé par L'État. ben non, mais par celui qui s'en prévaut, celui Oui. qui demande Ou l'indemnisation. bien il peut recourir à un expert assermenté auprès du tribunal pour y faire une Oui, expertise et oui, évaluer la valeur. c'est parmi les démarches qu'il peut utiliser pour instruire son Tout à dossier fait. afin d'obtenir l'indemnisation. Bon, après, il faut rappeler que c'est un phénomène extrêmement rare. C'est Effectivement. pas tous les jours qu'on a partout des expropriations. Donc, juste pour rassurer les gens, ça existe dans tous les pays du monde, pas uniquement au Maroc, et c'est extrêmement rare. Alors, Madame Zahar, concernant la plateforme Paporé, donc tout ce qui est relatif à la médiation, etc., vous proposez un accompagnement, du conseil, un accompagnement. Alors, quelle forme prend cet accompagnement? Est-ce que c'est juste du conseil ou un avocat? Du conseil, de la coordination et s'ils ont besoin d'un expert, euh, comme nous l'avons pas, genre avocat, notaire, etc., on peut les mettre en relation. D'accord, donc vous pouvez recommander des profils, c'est-à-dire des experts, Là, on va en tout cas donner, proposer. voilà, proposer. Mais en général, on fait plutôt de la coordination. C'est le client qui choisit son expert. Ça veut dire que vous restez en lien avec le client, Oui, c'est-à-dire donc, qu'avec une mise à jour voilà, permanente, voilà, exact. on voit de Mais documents. en fait, c'est nous, son interlocuteur principal. Mhm. D'accord, Donc, ça le rassure. Et même, vous parliez de psychologie tout à l'heure, c'est très oui, important parce que. Et puis, nous aussi, on a un rôle de démocratisation, si vous voulez, de l'accès oui. au droit. Donc, donc, du coup, on s'efforce de bien expliquer les textes, de ne pas donner des textes de loi comme ça, mais de les expliquer avec enfin, beaucoup de facilité, de Mhm. rendre très accessible. Et Alors, d'accompagner, justement, même psychologiquement, ça fait un effet quand même j'avais entendu quand de on sent que soutien. l'on est soutenu, Exactement. il y a des gens même qui refusent de défendre leurs droits juste parce qu'ils ont peur d'aller au tribunal, parce qu'ils ne connaissent pas Absolument. la loi. Une fois qu'ils connaissent la loi, ils sont mieux armés pour aller Absolument. défendre leurs droits. Absolument. Et beaucoup ignorent leurs propres droits. C'est-à-dire, il y a un travail de vulgarisation que vous faites également. Exactement. C'est ça la vocation, justement. Alors, maintenant, il y a une problématique. Alors, je ne sais pas si la charte d'investissement la prend en compte, probablement.
C'est la domination de l'immobilier comme destination première des investissements des Marocains du monde. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour inciter les Marocains du monde à diversifier leur portefeuille d'investissement au Maroc? D'aller vers l'agriculture, vers les énergies renouvelables ou vers autre chose, et même de quitter peut-être l'axe Tanger-Casa et de voir qu'il y a des potentialités dans d'autres régions du Maroc. Effectivement, vous avez bien raison. L'immobilier, il reste le secteur privilégié des investisseurs, surtout les Marocains du monde. Alors que quand on voit et c'est ça, c'est par la pratique, les autres investisseurs étrangers, ils ne visent pas principalement l'immobilier. Et Oui. s'ils ils partent vers l'immobilier, c'est l'immobilier qui serait affecté au tourisme, par exemple, euh, à l'agriculture bio. Mhm. Alors, qu'est-ce qui fait que l'immobilier reste prisé par les Marocains du monde? Peut-être que c'est parce que il est lucratif et c'est une valeur sûre. Alors, toutes les agences de notation internationale, Bloomberg et les autres, ils conseillent les investisseurs soit d'investir dans le métal jaune, Mhm. l'or, parce que ça reste toujours un métal refuge, soit dans l'immobilier. Peut-être Euh, même que l'immobilier est de ce point de vue meilleur que l'or, parce que l'or est une valeur refuge, effectivement, mais sa rentabilité est relativement faible. Par contre, le rendement de l'immobilier est supérieur à celui de l'or, et la pierre reste. C'est- oui, oui, la pierre reste. C'est pour ça qu'ils Oui. investissent dans quelque chose qui va rester. Oui. Mais il ne faut pas penser, c'est un conseil que je donne aux investisseurs, il n'y a pas que l'immobilier, c'est-à-dire résidentiel, les habitations, les résidences pour, euh, euh, Particulier. pour les particuliers, construire des immeubles Oui. avec des appartements. Il y a d'autres secteurs qui sont aussi porteurs et importants et lucratifs. Et même le gouvernement, par tous les ministères, il favorise avec des subventions et des incitations. Il y a l'industrie, l'énergie renouvelable, l'immobilier, bien sûr, et les technologies, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le tourisme. De peur que je me répète, le tourisme, il est important parce que avec les échéances mondiales que le Maroc va organiser, dans l'immédiat, dans 12 mois, la CAN, la Coupe africaine de football, la Coupe des Nations de football en 2025 et bien sûr la Coupe du Monde en 2030. Euh, tous ces supporters qui vont venir en 2030 ou en 2025, ils doivent avoir là où ils peuvent dormir. Alors, le ministère du Tourisme, par exemple, il donne des subventions dans tout ce qui est immobilier touristique, dans le fait de construire des hôtels, surtout. Mhm. Alors, avant d'aborder la dimension fiscale, alors j'ai partagé avec les gens qui nous suivent un tableau que vous avez préparé qui permet de simplifier de manière synthétique. Et j'aimerais déjà, pour rassurer les gens, vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a des exemples de réussite de Marocains du monde qui ont investi au Maroc, peut-être en dehors de l'immobilier, et qui ont réussi, et qui pourraient servir de modèle, de success story pour tous les autres. C'est vrai, oui. Alors, c'était vraiment important de mentionner qu'il n'y a pas que l'immobilier. Plusieurs Marocains du monde sont revenus au pays pour y investir. Et par exemple, il y a monsieur, ben, je vais citer des noms pour donner des exemples, pour illustrer vraiment, Alors, si possible, le nom et le domaine où il a bien investi. Voilà. sûr, le nom, le domaine Oui, et même le pays de résidence. oui. Alors,
pays qui est le plus proche, c'est l'Espagne. Madame Fatem Zahra El-Wardi, qui vient d'Espagne, elle a une agence de voyage et elle s'est mise dans le tourisme. Une agence de voyage qui propose des circuits dans le sud du Maroc. Et Monsieur Abdelaziz Barrada, qui nous vient de France. Il est dans le secteur agroalimentaire et agro-industrie, surtout dans tout ce qui est produits bio. Monsieur Karim El-Khamlichi, qui était aux États-Unis et qui a créé une start-up dans tout ce qui est technologie. Mhm. Et là, j'aimerais bien ajouter quelque chose par rapport aux aides que l'État marocain donne aux investisseurs. Par exemple, tout ce qui est start-up technologique, ils peuvent s'installer dans le technoparc. Et Oui, à Casablanca, le technoparc, il est présent à Casa, à Marrakech, à Agadir, à à Salé, je Rabat. crois, Rabat Salé, oui. À Rabat, Également oui, à Technopark. Rabat et à Agadir. Alors, à un prix, bon, pour le montant du mètre carré, puisqu'ils peuvent Oui. aller de 17 à 2000 mètres carrés s'ils veulent, pour, pour créer et pour avoir leur bureau, leur siège social au Mhm. Technoparc. D'ailleurs, c'est l'un des principaux obstacles pour quelqu'un qui veut se lancer, c'est d'accéder au foncier Offensif. professionnel. Et là, voilà, Technopark permet de Effectivement, c'est dépasser. une À solution condition que l'on soit dans les nouvelles technologies, bien entendu. dans tout ce qui est technologie. Technologie. D'accord, alors là, on a laissé le temps aux gens de regarder tranquillement le tableau par rapport à la fiscalité. Tout à l'heure, on parlait de l'arbitrage qui peut être opéré. Et d'ailleurs, dans le tableau, vous avez mis un certain nombre de pays, donc Algérie, Espagne, France, Maroc. Alors, à quel moment apparaît l'avantage d'investir au Maroc par rapport à ces pays-là, en termes fiscaux? Donc, l'impôt sur le revenu, on est inférieur à celui de l'Espagne et de la France, plutôt proche de celui de l'Algérie. Mais au niveau de l'IS, est-ce qu'il y a déjà des efforts à attendre de la part de l'État Parce que là, on est dans la moyenne, un peu comme tout le monde. Alors, oui, ils sont dans la moyenne européenne quand même. Européenne, oui. J'ai choisi de prendre un pays limitrophe et les deux principaux partenaires du Maroc, l'Espagne et la France. Je les ai classés par ordre alphabétique, comme ça personne Mhm. ne va se fâcher. Alors, quand on voit ce tableau de comparaison entre les principaux impôts, l'impôt sur le revenu, l'IR et l'impôt sur les sociétés, et puis la TVA, bien sûr, il y a aussi les timbres, mais bon, Mhm. ça, ça pèse pas lourd sur les investissements de nos investisseurs. J'ai dit que le Maroc, il s'est efforcé d'avoir des standards internationaux. Si on prend un autre pays de l'Afrique subsaharienne, on trouverait vraiment des taux qui sont très différents et qui n'incitent pas les gens à investir dans ces pays-là. Et puis par rapport à ces pays-là, on a l'avantage d'avoir la stabilité, d'avoir un environnement, une transparence. Oui, c'est Ça, parmi ça les. n'apparaît pas dans le tableau, on en a parlé tout à l'heure, mais tout ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut le mettre avec le tableau dans l'esprit des gens, c'est-à-dire de garder en tête tout ce que Oui. vous avez dit avant. Et il y a une autre dimension, c'est le fait d'investir dans son pays d'origine. Il Oui, ne bien entendu qu'on faut pas connaît quand oublier même. qu'il y Tout à a, fait. il y a, il y a- il y a cette dimension affective. Euh, oui, et ça, par exemple, par rapport à l'impôt sur le revenu, moi je suis juriste, alors je reste factuel. Mhm. Le taux, et là j'ai mis le taux maximum parce que Oui. il peut être dégressif par des paliers ou même il y a des paliers qui sont exonérés ou avec un D'ailleurs, vous taux l'avez mis à droite. qui est réduit. Pour l'export, par exemple, il y a une exonération de la Oui. TVA. Il y a un taux Et réduit pendant 20 ans pour les entreprises implantées dans les zones d'accélération industrielle. voilà, par exemple, si l'investisseur il vient et il s'implante dans une zone d'accélération industrielle
comme la Casa Finance City pour Mhm. les sociétés qui sont dans la finance, ou le Cap Medi qui est Mhm. à côté de Noissar, de l'aéroport, ou par exemple la zone d'accélération industrielle qui est près du port, pour ne parler de Casa, du port Mhm. de Georges Lospa. Là, il est sûr et il est sûr et rassuré contre l'exposition publique, par exemple. Mhm. Et il a un avantage que l'impôt, ces impôts sur la société, ils ne seront pas à 38%, mais juste à 8,75 et pendant une Ben, durée de 20 ans. Mhm. Sinon, il sera, ça c'est la TVA, par exemple, il serait exonéré de la TVA pendant les 5 premières années Mhm. de l'existence de cette Pour société l'export. d'investissement. Euh, hmm, Pas que pour Ah, l'export. Il d'accord. y a certains secteurs où les sociétés sont exonérées de Exonéré, la TVA. d'accord. D'accord. Les secteurs que l'État pense qu'ils sont primordiaux pour les investissements. Pour Mhm. les investissements. D'accord. Alors maintenant, on va parler rapidement des plans. Alors les gens voient également le diapositive. Donc, il y a des plans incitatifs, des plans d'accélération industrielle, le plan Azur pour le tourisme, etc. Donc, en quoi cela pourrait-il intéresser les Marocains du monde de connaître ces plans-là? Comment peut-il s'inscrire dans ces plans-là? Parce que je rappelle que chaque plan propose également d'autres mesures incitatives qui viennent s'ajouter à celles qu'on a évoquées tout à l'heure. Effectivement, ces plans et ces programmes étatiques, elles viennent s'adjoindre aux garanties et aux incitations fiscales que présente et que offre la charte d'investissement de 2002. Chaque secteur a ses propres plans et ses propres programmes Mhm. qui sont qui, qui proposent des subventions aux investissements. Mhm. Notamment, par Euh, exemple, dans l'agriculture, où on a des taux très élevés de subventions de la part de l'État, des mesures très, très incitatives. Effectivement, dans l'agriculture, d'abord le plan Maroc vert euh, qui a fait ses preuves et il a profité à plusieurs agriculteurs et investisseurs en agriculture. Et il vient être relancé par le Jil Akhdar, la génération Green, Mhm. pour une décennie de 2020 à 2030. Ces plans-là, on va voir les autres plans. Le plan Azur Tourisme. pour le tourisme. Il y a aussi récemment le plan ou le programme Go Siaha, Mhm. qui incite les investisseurs à investir dans l'immobilier qui est destiné au tourisme, principalement parce qu'il n'y a pas que les hôtels. Bien sûr, ouais. Quand tu penses à un investissement au tourisme, tu penses à hôtel. Et tu peux créer un gîte ou plusieurs autres établissements qui sont classés par le ministère du Tourisme. Et, et ces programmes-là, ils sont vraiment, je dirais, une aubaine pour les investisseurs. Et parce qu'ils offrent des subventions en numéraire, des aides et des partenariats ont été signés avec le groupe professionnel marocain des banques pour, pour financer et pour faciliter l'accès au financement à ces entreprises-là. Puisqu'on est dans la thématique des nouvelles réglementations, et il y en a d'autres textes de loi qu'on n'a pas abordé forcément dans cette présentation. Par exemple, euh, dans le Code des marchés publics, les entreprises, les moyennes et les petites et moyennes entreprises, les PME,
ont vu leur part des marchés publics, de la commande publique, augmenter de 20% à 30% de toute la commande publique, c'est-à-dire tous les marchés étatiques. Et ça, c'est important pour les startups, pour les petites et moyennes entreprises, ou même les très petites entreprises qui peuvent accéder à la commande publique. Et en face d'eux, ils ont un client qui est solvable. Ça aussi, c'est important. Alors, Madame Zak, concernant cet aspect-là, c'est-à-dire des différents programmes mis en place par l'État de manière sectorielle ou de manière nationale, est-ce que ça fait partie également du champ de la plateforme Procope? Oui, oui, bien sûr. D'accord, donc ils peuvent vous contacter pour demander des Absolument. questions sur chaque plan. Absolument. Pour se questionner, voilà, là où il y a des subventions, l'État aide, comment en profiter. Les documents qu'il faut, enfin toutes les démarches, toutes Absolument. les questions Pour possibles et absolument. Et imaginables. après, même où les accompagner dans dans le conseil sur la préparation de leur dossier. D'accord. Mais est-ce que les Marocains du monde sont au courant de tous ces plans-là? À part les plans ultra médiatisés, où effectivement ils les connaissent, mais y a-t-il une communication qui est faite par Je l'État? je pense pas assez. Je pense D'accord. pas assez. Ouais, pas assez. Mhm. D'accord. Donc, C'est pour ça que c'est bien de s'informer, de demander, parce que des fois, on peut avoir d'agréables surprises. Ouais, je pense pas assez. d'accord. Alors maintenant, je vous invite à conclure avec un mot de la fin avant de passer aux questions-réponses. Donc, s'il y a un élément extrêmement important qu'on a oublié d'aborder, c'est l'occasion d'en parler. Mais de toute manière, les questions des gens vont nous amener à reparler de tous les aspects qu'on a évoqués. Donc, c'est ce je vous en prie, si vous voulez ajouter quelque chose. Alors, pour conclure, je peux dire que le Maroc est un vrai terrain propice pour les investissements étrangers, les investissements des Marocains du monde et même les investisseurs marocains, parce qu'il propose plusieurs garanties pour les investisseurs et il propose même une aide financière par le biais des programmes étatiques et sectoriels et par le biais des incitations fiscales et et les subventions étatiques. Madame Dovak, si vous voulez ajouter quelque chose. Ben, moi, je voudrais juste rappeler donc, aux Marocains du monde qui sont clients de la Banque populaire que nous sommes à leur disposition. La plateforme est ouverte de 9 heures à 19 heures tous les jours, le samedi matin. Ils peuvent aussi se renseigner à travers leur espace privé dans le site ou télécharger l'application .com Mhm. et donc sur Android et iOS. Et je voudrais aussi rappeler que pour les Marocains du monde, ils ont des visios, donc ils ont juste besoin d'une connexion Internet pour contacter leur juriste en direct sur la D'accord, plateforme. Ils n'ont pas besoin de ligne téléphonique, de passer par d'accord. le téléphone. Voilà. Et puis oui, c'est bien qu'ils se renseignent parce que, bon, comme disait M. Sintissi, le Maroc effectivement offre des garanties solides pour l'investissement. Et Mhm. donc, ça serait dommage de passer à côté ou Mhm. voilà, c'est bien d'être accompagné depuis la maturité du projet, quoi, sans, Et ne pas se fier aux et rumeurs, mais aller directement à l'information absolument, aller à et de voir ce que... l'information réelle Mhm. directement. Voilà. Alors, il y a des questions très pointues, très directes. Alors, la première, c'est quelqu'un qui se pose la question, pourquoi les CRI sont-ils fermés dans certaines villes? Pourquoi Les CRI, les centres régionaux les oui, séries? pourquoi ils sont fermés dans certaines villes? Bon, ça, je ne sais pas si c'est à nous de répondre. C'est- Non, Voilà. bah, Donc, non, la question, elle est Donc, légitime. Je ne sais pas. moi, je pense que non, parce que A priori, ouais, j'ai jamais vu de centre fermé. ouais. oui, alors moi, je travaille avec les séries. Je les ai toujours trouvés ouverts. Il y a des gens accueillants. Peut-être il y a des Spécialistes. rénovations, des travaux et qu'ils sont dans un autre local et Mais peut-être. peut-être que aussi, Je ne sais pas de quelle c'est ville. intéressant de passer par Rocoprix parce qu'on peut nous leur débloquer Ah ben voilà, on a trouvé la solution C'est pour. vrai. D'accord, la deuxième D'ailleurs, on question. l'a déjà fait. D'accord. Oui. Donc, pourquoi la création en ligne est-elle réservée uniquement aux comptables agréés? Pour ne pas en abuser, pour ne pas en faire n'importe quoi? Alors, je répondrai à la place du ministre du ministère de la Justice.
parce que c'est hébergé les tribunaux de commerce. Euh, je pense que c'est une phase transitoire, parce que là, nous sommes dans une phase transitoire entre l'ancien système et l'ancien régime de la création directe auprès des guichets ou auprès du, du, du registre de commerce de chaque tribunal. Mais puisqu'on sommes en phase transitoire, pour ne pas abuser, pour ne pas créer des problèmes, pour que les employés, les fonctionnaires publics s'habituent à ce genre de création, à la vérification en ligne des documents téléchargés, des PDF. Alors que le système soit rodé, il faut D'accord. prévoir une phase transitoire. Mais bon, mais la finalité est d'aller à terme vers des pays exemplaires en la matière. Alors, il y a les Émirats arabes unis, il y a l'Angleterre et les États-Unis où n'importe qui peut créer une entreprise rapidement en ligne de chez lui, même s'il n'est pas comptable. Donc, c'est la Aux finalité. Émirats arabes, Ça va avoir un venir. chef avec soi. Aux Émirats, je ne sais pas. En Arabie Saoudite, oui, mais aux Émirats. Même aux Émirats. D'accord. Ça, c'est D'accord. pas, Bon, c'est pas le cas au on Maroc. trouvera le chef. Alors, comment les investisseurs peuvent-ils garantir la conformité légale de leur projet au Maroc? Je n'ai pas tout à fait bien compris la question, donc si la personne peut la reformuler autrement. La conformité légale. De leur projet au Maroc. Oui, c'est la conformité réglementaire. Le monsieur pense, je pense qu'il se pose la question d'être toujours en phase avec la loi, ne pas enfreindre la loi par D'accord. rapport c'est ce qu'il vise, Hmm. la, la conformité réglementaire. Mais il y a certaines activités qui sont réglementées. Donc, Réglementée, je sais pas, par exemple, du courtage d'assurance, assurance. c'est Oui, mais très peut-être que si réglementé. quelqu'un ne vient pas du domaine, mais veut investir dans ces domaines-là, il a toujours peur de sortir du cadre de la C'est loi, et pour donc il faut un ça qu'il conseiller doit être juridique, il faut, accompagné oui, par accompagner. des experts. Voilà. Parce Oui, que la loi ne pardonne pas l'ignorance. C'est-à-dire, à un moment, voilà. Il est censé ignorer la La loi, mais loi, c'est ça tout à fait. le sens de compris, c'est ça. Mhm. Alors, quel conseil donnez-vous pour prévenir les erreurs juridiques fréquentes chez les investisseurs débutants? Donc, c'est la continuité de la La précédente oui, question. d'après Tout à la fait. prévention, je faut ne être dirais jamais accompagné, assez. oui. Et puis déjà, il faut se former un peu, c'est-à-dire un minimum, connaître un peu les grandes lignes au Absolument. niveau du droit, au niveau de la fiscalité, au niveau un entrepreneur, c'est également quelqu'un qui doit connaître un petit peu dans chaque domaine. En arabe, on dit aqlha ou tawakkal. Ah, Donc, tout à fait. aqlha, ça veut dire la connaissance. Oui. Alors, une question très directe. Je voudrais investir dans le logement étudiant, ce qui est très intéressant d'ailleurs, à Fès, près de l'Euromed. Auriez-vous des conseils à me donner, s'il vous plaît? Ça serait un conseil payant. Mais bon, non, non. Bon, allez voir Alors, une série de Fès déjà, ça fait un bon début. oui. Alors, investir dans l'immobilier destiné aux étudiants dans une région comme Fès, c'est un, c'est un très bon investissement parce que je pense que la faculté de Dar el-Mehrez qui est à Fès a besoin d'une cité qui serait plus grande que celle qui est présente, qui est que l'actuelle. Et ça serait un bon investissement. Et je pense que alors, pour ne pas dire de bêtises, que le ministère de l'Éducation, il prévoit un programme dédié à ça. Mais bon, il faut vérifier, bien D'accord. sûr. Ouais, allez Ça, c'est contacter pas, le ça, c'est CRI. pas des juristes de dire Tout si à c'est fait. un bon investissement ou pas. Ça, Tout c'est à un fait. peu trop. C'est dépasser Et la c'est une responsabilité responsabilité. qui n'est pas la nôtre, Absolument. effectivement, effectivement. Alors, une question, si une entreprise ouvre dans une zone d'accélération industrielle, elle sera exonérée pendant 5 ans après le début d'activité. Et quand il commence le taux de réduction fiscale, alors la question c'est quand est-ce que commence le taux de réduction fiscale de 8,75% après 5 ans? Dès le début. Dès le début. Dès le début. Pas de l'IS, donc dès On le début. parle de l'IS. D'accord, Et même pour la TVA, il peut être exonéré les 5 premières années. d'accord. Alors, on va voir s'il y a d'autres questions. Encore pas varié, ça on l'a déjà posé. La conformité, on l'a déjà vu. Voilà, globalement, je crois qu'on a... Bon, il y a la question, est-ce que la vidéo va être mise en ligne sur YouTube parce qu'il y a des gens qui vont la revoir ou qui sont venus en retard. Bien entendu, elle va être
mise sur YouTube et ils pourront et la revoir traduite en plusieurs langues. tranquillement. Tout à fait, traduite en arabe notamment et en anglais. Nous visons l'universel. Comment? Oui, absolument. Voilà. Donc, a priori, je crois que les gens ont eu d'excellentes réponses à leurs questions. J'espère. Sauf les questions qui ne relèvent pas de nos prérogatives. Effectivement, est-ce une Oui, bonne idée d'investir ou pas? C'est le propre même de l'entrepreneuriat que de prendre des risques et d'aller voir les personnes qui peuvent les accompagner. Se renseigner sur le secteur. Après, il y a des datas aussi disponibles. Le secteur, les plans Voilà. mis en place par l'État de manière sectorielle ou nationale, et absolument. puis les incitations fiscales, et de suivre toute nouvelle loi de finances, c'est-à-dire qui apporte son lot de nouveautés et qui permettent de profiter de Ça cela. serait bien, en fait, justement, que nous, on publie les lois, les projets de loi, les lois, leurs amendements, etc., Oui. sur la bibliothèque de lettres qui se trouve au niveau de l'espace privé. Mhm. Donc, ça serait bien, les gens qui n'ont pas encore donné leur adresse mail, Mhm. qu'ils le fassent pour qu'on puisse leur donner leur code d'accès et Mhm. qu'ils aient en temps réel toute l'évolution des lois. Mhm. Ils peuvent même avoir accès à une newsletter dans ce sens. Voilà, le message est lancé. Et donc, l'une des conclusions majeures de notre échange, c'est ne vous fiez pas aux rumeurs, aux préjugés, mais demandez directement aux experts et mettez en place, même à votre échelle individuelle, une logique de veille juridique. Absolument. Vous devez être tout le temps au courant des nouveautés, non pas uniquement dans une logique de peur de tomber en dehors du cadre de la loi, mais surtout pour ne pas rater les opportunités que proposent les différents plans et les différents amendements. Des opportunités qui peuvent permettre de gagner beaucoup d'argent et d'investir dans des secteurs autres que D'autant l'immobilier. plus que ce sont des programmes et des opportunités qui sont Limité dans le ouvertes pour temps, qui sont mais limitées. une longue durée en général, 10 ans, 5 Si ans. si tu en profites Oui, dans le moment où on profite. Et il y a des conditions d'éligibilité, il y a plein de tout à fait, conditions. Alors, ils tout à sont fait. là, ils sont présents, ils sont proposés, mais c'est pas facile d'y accéder. Il faut être accompagné par des experts. Mohamed Fentissi, je rappelle, vous êtes consultant, expert juridique. Je vous remercie infiniment Merci pour tous vos beaucoup. éclairages. Merci à vous. Madame Nadia Zourak, également, vous êtes fondatrice de la plateforme Huquqi. Donc, on invite les gens à aller se rendre sur la plateforme, à ne Avec pas hésiter à plaisir. poser toutes les questions qui leur Absolument. viennent et de profiter de la logique préventive que vous proposez, mais également de l'accompagnement dans leur démarche. Madame Nadia Zourak, merci infiniment. Merci à vous, merci à la Banque Populaire. Merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau webinaire de la Fondation Création d'entreprise affiliée à la Banque Centrale Populaire. Merci et prenez soin de vous.